cette communication. Le nom de Bertrand d'Argentré n'apparaît pas dans la communication, mais je crois que c'est le seul. J'aimerais m'en excuser, mais je vais rapprocher très rapidement Bertrand d'Argentré de la très ancienne coutume et de la coutume rédigée de 1539 pour une raison très simple, c'est que Bertrand d'Argentré est juriste breton et il a la particularité d'être né sous l'empire de la très ancienne coutume en 1519, d'avoir 20 ans lorsque la coutume est rédigée pour la première fois en 1539, d'avoir ardemment travaillé, commenté, critiqué, de manière pas toujours juste, le travail mené par les commissaires en 1539. L'essentiel de sa production scientifique, d'ailleurs, porte sur cette coutume réformée de 1539, et il a également fait partie des artisans de la Réformation de 1580. J'en dis pas plus, M. Hamon traitera la question dans la seconde partie de cette matinée. Donc Bertrand d'Argentré a une existence à cheval sur 3 coutumes. J'aimerais également, puisque je suis au stade de l'introduction, me permettre de rajouter à nos réjouissances le 500e anniversaire de Bertrand d'Argentré le fait que nous célébrons le 480e anniversaire de la première rédaction officielle de la coutume de Bretagne, presque au jour près, puisque les opérations ont eu lieu au mois d'octobre 1539, et puisque les historiens ont du mal à dater avec précision la très ancienne coutume, puisqu'on la situe entre 1312 et 1325, je vous propose de manière complètement arbitraire de dire qu'elle a été rédigée en 1319, ce qui nous permet de rajouter un autre anniversaire. Mon propos va s'articuler en 2 temps. Je vais tout d'abord essayer de vous montrer en quoi l'ancienne coutume de Bretagne, réformée en 1539, nous donne des indications précieuses sur l'état du droit breton dans les années qui ont précédé la réformation, puisque la difficulté que nous avons pour le droit breton, c'est que nous avons une coutume ancienne, début du XIVe siècle, des ordonnances ducales et royales dont on peine à saisir la réelle effectivité, et une pratique notariale, comme je reviendrai dans mon propos, qui fluctue beaucoup dans cette période-là. Donc une première partie qui est une sorte de rétrospective. Je vais me servir de l'ancienne coutume pour essayer de déterminer quel était l'état du droit breton avant la réformation de 1539. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous montrer quels sont les éléments de la très ancienne coutume qui ont été repris par les réformateurs de 1539 et comment ont-ils utilisé ce matériau dans l'élaboration de leur coutume. Donc, tout d'abord, la coutume bretonne. Alors, la très ancienne coutume de Bretagne n'a pas de fondement officiel. C'est une rédaction privée. Alors, ça, c'est ce qu'on dit, et c'est la vérité de la valeur de ce texte-là. Toutefois, on est très embêté parce que ce texte qui n'a aucune valeur officielle a été très largement diffusé. On a plusieurs dizaines de manuscrits conservés. Les ducs de Bretagne ont invoqué dans les ordonnances Montfort, notamment du règne de François II, à plusieurs reprises, les dispositions de la très ancienne coutume. Jean IV a fait une réforme dans laquelle il modifie les dispositions de la très ancienne coutume, qui d'ailleurs, c'est l'un des points sur lesquels on critique la coutume réformée de 1539, c'est qu'elle a conclu et le droit grosjean et le droit abrogé. Donc on a une relation particulière entre ce texte qui n'a pas de valeur officielle, mais qui est tout de même reconnu. Et à partir de la diffusion de l'imprimerie, on a une démultiplication de ces textes. Alors, la particularité de cette très ancienne coutume, c'est qu'elle est donc rédigée par des personnes privées, vraisemblablement d'origine rennaise. Ça, c'est à peu près certain. Du reste, le cartulaire de Saint-Mélène, qui a été récemment édité, souligne un point qui, à mon avis, est important, c'est que la très ancienne coutume, vraisemblablement, est la coutume de la cour de Rennes. Je m'explique, dans le cartulaire de Saint-Mélène, à plusieurs reprises, on a des mentions au Consuetudines Britannorum. C'est le seul recueil de textes, à ma connaissance, où il fait mention des Consuetudines
Et lorsque nous comparons ce qui figure dans le cartulaire de Saint-Mélène avec les dispositions de la très ancienne coutume, on a des similitudes assez frappantes. Du reste, les auteurs de la très ancienne coutume sont rennais d'origine, où ils ont travaillé dans l'entourage ducal. On a notamment la famille de Créal qui a donné un abbé à Saint-Mélène de Rennes. Par la suite, le droit breton est réformé par les ordonnances ducales, par des ordonnances royales, et tout un corpus de textes va donc s'ajouter à la très ancienne coutume, et ces textes sont systématiquement annexés aux exemplaires manuscrits, puis aux exemplaires imprimés. Donc on a un corpus de textes coutumiers qui s'élabore entre le tout début du XIVe siècle et la fin du XVe siècle, avec un trou assez important qui correspond au règne de Jean IV, pour lequel il y a peu d'éléments. C'est surtout Pierre II et François II qui ont donné l'essentiel des textes, compris dans les ordonnances annexées au coutumier. Donc je vous ai parlé de la très très forte diffusion de ce texte-là. Ça me paraît important pour essayer d'évaluer le contexte au moment de la Réformation, des travaux de Jean m'appuie sur les travaux de Jean-Luc Defy, qui a travaillé sur l'imprimerie en Bretagne et qui a référencé dans ses travaux 20 éditions distinctes de la très ancienne coutume pour 76 exemplaires ou conservés ou identifiés dans des publications anciennes. Évidemment, c'est tout le souci de ce genre de travaux, c'est assez difficile d'établir la filiation des incunables et également de déterminer avec précision le nombre d'imprimés, puisque entre les anciens inventaires, les inventaires actuels et puis les notes d'érudits, c'est un peu difficile de s'y retrouver. En tout cas, ça donne une idée en termes de du nombre d'exemplaires diffusés. Donc on a une très ancienne coutume qui est, en dépit de son caractère non officiel, très bien installée et très bien diffusée. Un point qui frappe lorsqu'on compare la très ancienne coutume avec les deux éditions de la coutume réformée, donc l'édition de 1539 et l'édition de 1580, c'est le désordre de la très ancienne coutume. Alors, l'opinion de Marcel Plagnol dans la préface de la très ancienne coutume, c'est que le défaut d'organisation n'est pas réel, c'est juste que les juristes du début du XIVe siècle ne pensaient pas forcément l'organisation de la même manière que nous. Alors, je ne vais pas commencer par rentrer tout de suite dans Marcel Plagnol pour cette introduction, mais à mon avis, la disparité et le désordre nous donnent une indication importante sur la manière dont elle a été rédigée. On a une controverse chez les historiens du droit breton pour savoir s'il y a eu un seul auteur, c'était l'opinion notamment d'Esmin qui l'a défendu, ou trois. Alors, Noël Dufay cite Cocu le Sage, Tréal le Fier et Massé Léal. On a réussi à identifier les deux premiers, auxquels le Jussé propose de retenir un chancelier de Bretagne pour le troisième. J'ai des doutes sur cette. Voilà, c'est l'opinion auquel le Jussé me paraît un peu téméraire au regard des éléments dont on dispose. J'aurai l'occasion de revenir si la question est posée. Mais si on reprend le désordre de la très ancienne coutume, on peut avoir un élément en faveur d'une rédaction à plusieurs mains. Autrement dit, chaque auteur propose une vision du droit coutumier, ce qui explique la disparité de présentation des éléments, et notamment, je pense, au chapitre sur les plégements. L'anonyme, donc le rival malheureux de Marcel Plagnol pour le prix Odilon-Barrot dans son manuscrit, note que les plégements sont éclatés dans le coutumier, puisque la matière se trouve au chapitre 7, 10, 27, 29, 37 à 39, 49, 51, 52, 63, 65, 90, 193, 227, 230 et 258. Pour une matière, on peut estimer que la réunion des chapitres dans une seule section aurait quand même facilité la tâche à beaucoup de gens. Cet éclatement-là est dissimulé dans les éditions de la très ancienne coutume par le fait que très fréquemment, on a des renvois, comme il est dit au titre 2, comme il a été vu ci-dessus, comme il sera vu ci-après.
Mais c'est toujours isolé dans le texte, et on sent que ce sont des rajouts postérieurs pour donner une harmonisation au texte. Et la comparaison des coutumes, je peux vous présenter, j'ai repris la conférence des coutumes que l'on trouve dans Poulain du Parc, avec les colonnes sur un tableau Excel afin de pouvoir jouer entre les différentes concordances. Et c'est vrai que la très ancienne coutume, comparée aux ordres des deux autres, est éclatée. Et cela nous donne une information, à mon avis, importante sur la manière dont elle a été rédigée. Pour ce qui est de la réformation proprement dite, donc les éditions de l'ancienne coutume présentent le procès-verbal de réformation. Ce procès-verbal de réformation a été souvent utilisé dans un but purement chronologique pour essayer de déterminer à quelle époque, quelle a été la durée de la réformation, ou dans un but prosopographique, parce que là on a des informations assez conséquentes sur les personnes qui ont été appelées aux États. Quand on regarde la taille du procès-verbal de réformation, on est un peu saisi par le fait qu'on a retenu que la portion congrue. Le gros du procès-verbal de réformation, c'est la reprise linéaire des articles qui ont fait l'objet de débats. C'est ce que j'ai essayé de faire donc, dans un travail qui n'est pas achevé, qui fait une centaine de pages, où j'ai repris les articles du procès-verbal. Je me suis efforcé d'identifier les dispositions de la très ancienne coutume auxquelles il était fait mention, et puis le sort de l'article qui a été discuté. Alors c'est un travail ingrat à plus d'un titre, premièrement parce que c'est extrêmement fastidieux d'essayer de retrouver les dispositions de la très ancienne coutume, l'orthographe ayant eu la bonne idée de tout changer. Et d'autre part, l'essentiel des articles dont il a été discuté sont supprimés. Donc j'ai fait un travail sur des articles supprimés, et ça je m'en suis aperçu en élaborant le tableau. Je vous présenterai si vous le souhaitez. Alors, ce document, ce procès-verbal de réformation, nous donne un renseignement important. On n'a pas réformé la très ancienne coutume en 1539. On a travaillé sur un cahier de réformation. Et la différence est très très importante. Du reste, les États, lorsqu'on leur demande au début de la séance s'ils doivent se prononcer sur le cahier ou sur le coutumier, disent « nous allons travailler sur le cahier » pour la raison que j'ai dit précédemment, c'est que le cahier est ordonné. Donc cette idée d'ordonnancement des articles est véritablement quelque chose qui est pris en considération par les États, et c'est quelque chose qui va jouer dans la préférence qu'ils vont accorder aux coutumes réclames, au procès-verbal, au cahier de réformation, pardon, et non pas aux coutumiers existants. Il y a vraiment au tout début du procès-verbal un cri d'orfraie des États qui ne veulent pas entendre parler du coutumier ancien et qui préfèrent effectivement le cahier en vue de son ordonnance. Ce cahier nous permet de postuler l'existence d'abréger la coutume qui devait être en circulation. Alors pourquoi? L'ordonnance qui convoque la réformation des États est du mois d'août, et les discussions ont lieu en septembre et octobre. C'est très rapide. Et je ne vois pas comment les commissaires ont pu bâtir en si peu de temps un travail aussi conséquent de reprise des articles. Et je vais vous présenter deux cas d'élaboration des articles de l'ancienne coutume. Il est vraisemblable qu'ils ont travaillé sur quelque chose d'antérieur. Je le dis d'autant plus que dans les textes qui sont annexés à la très ancienne coutume, nous avons désabrégé la petite coutume, les notas, et il est vraisemblable que des textes du même ordre circulaient. D'autant que dans les éditions manuscrites et incunables, on a souvent des annotations en marge. On a les possesseurs de ces coutumes se constituent eux-mêmes des tables des matières pour essayer de retrouver un petit peu de cohérence dans ces manuscrits qui étaient effectivement extrêmement mal organisés. Donc, ce cahier de réformation provient, ça c'est un postulat, vraisemblablement d'ouvrages de pratique qui devaient circuler, et cela explique aussi, à mon avis, le fait que
le cahier n'a pas été critiqué en lui-même, il n'a pas été vu, alors qu'on aurait pu effectivement le concevoir comme tel, comme une intrusion des commissaires royaux. Il a été vu comme quelque chose d'utile, de bon, un travail utile effectivement au procès. Donc, sur ces quelques éléments, nous avons déjà un regard rétrospectif sur le droit breton tel qu'il existait en 1539. Je crois qu'il ne faut pas croire que la très ancienne coutume était le seul texte en circulation et surtout le seul texte utilisé par les praticiens. Dans un deuxième temps, je vais vous donner très rapidement, puisque je ne vais évidemment pas vous faire la lecture du tableau que j'ai rédigé, je vais m'appesantir sur quelques points pour vous montrer comment le travail a été élaboré. Donc là, vous voyez l'éclatement. Plagniol a reconstitué une table des matières, je crois que ce n'est pas très clair. Il a identifié 9 sections. Vous avez dans la colonne centrale les sections telles qu'elles figurent dans le procès-verbal de réformation, et dans la colonne la plus excentrée, vous avez l'ordre dans l'ancienne coutume. J'ai pris l'édition de Bourdeau de Richebourg. Alors, il y a des distinctions entre les différentes éditions, et Bourdeau de Richebourg décale les articles d'un, sachant que Plagniol décale aussi les articles d'un, donc c'est parfois un petit peu compliqué pour essayer de retrouver l'article exact. On remarque, enfin c'est assez frappant, l'ordre des articles, l'ordre des sections dans le procès-verbal n'est pas le même que l'ordre dans l'ancienne coutume. Donc il y a eu aussi à ce niveau-là un changement, mais sur lequel je n'ai pas d'informations. Alors, l'élaboration des articles de l'ancienne coutume, je vais distinguer 2 points très rapidement. Donc vous avez des articles qui sont repris in extenso, avec quelques petites variantes. Donc là, vous avez le chapitre 195, qui fait l'objet d'une observation dans le procès-verbal de réformation, et qui est, exemple typique, supprimé comme théorie et superflu. Alors vous voyez, c'est une reprise quasi in extenso. Il y a eu des petites interversions, j'ai notamment dit Mittener et Denis et c'est des éléments assez marginaux. L'orthographe, par contre, comme vous le constatez, a vraiment changé entre le début du XIVe siècle et le XVIe siècle. On a aussi les articles qui opèrent des reprises partielles. Là, vous avez le chapitre 66, dont on a extrait une phrase pour constituer un article. Vous voyez, on a taillé quand même. Article qui ensuite a fait l'objet d'une discussion et qui a donné l'article 482 de l'ancienne coutume en Bourdeau de Richebourg. Ça, c'est un élément très intéressant parce que l'une des caractéristiques de la très ancienne coutume, c'est qu'elle est très verbeuse, très longue, avec des chapitres qui n'en finissent pas. Et il y a quand même une recherche d'aller piocher dans les articles existants des éléments pour constituer des articles courts. La grande distinction qu'on peut opérer entre l'ancienne coutume de 1539 et la très ancienne coutume, c'est la taille des articles. Donc ça plaide également pour l'idée de l'existence en sous-main d'abréger de la coutume ou d'une production pratique d'articles qui étaient déjà réorganisés. Et on a enfin, alors là je ne vous le présente pas parce que j'ai renoncé à vous le présenter au PowerPoint, c'est absolument invisible, c'est les articles de l'ancienne coutume qui sont élaborés en combinant des bouts d'articles de la très ancienne coutume. Et ça donne des chapitres de la très ancienne coutume qui sont éclatés. Le chapitre 196 est éclaté en 12 morceaux qui sont répartis dans des sections qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et il y a un certain nombre d'exemples de ce cas-là où on prend effectivement des phrases identifiées. On peut reprendre même plusieurs fois la même phrase qu'on dispatche dans plusieurs articles. Donc on a effectivement plusieurs éléments et plusieurs modalités de fabrication de ce texte coutumier. Donc on voit que lorsque Bertrand d'Argentré nous explique que les commissaires ont travaillé pied à l'étrier, qu'ils n'avaient qu'une seule hâte, c'est de rentrer à Paris, de peur de perdre leur place auprès du roi, ils ont peut-être travaillé rapidement, c'est vrai, 3 semaines pour la procédure, mais le travail est quand même intéressant. Ça n'est pas une reprise littérale, linéaire de la très ancienne coutume. Il y a un travail derrière
travaillent, peut-être les commissaires ne sont pas les seuls artisans, mais à tout le moins, les États ont travaillé sur un texte qui était déjà élaboré. Alors, tout de même, on a des discussions qui sont soulevées au moment de la Réformation. On a notamment les juridictions ecclésiastiques et les hospitaliers de Saint-Jean qui s'insurgent à 2 reprises dans le texte. On a également, lors de la discussion sur le partage noble, un certain nombre de seigneurs qui réclament l'application de l'assise pour leur fief. Mais ces points-là sont assez marginaux. En revanche, on a à plusieurs reprises dans le texte, je vous présenterai, je vous montrerai le document que j'ai fait parce que ce sera plus simple, des instants où le débat est comme suspendu. On discutait d'un article et puis on en élabore un autre, on en ajoute. Il y a au moment de la discussion dans les États, il y a véritablement des articles qui ont été élaborés à ce moment-là. Il y a également, lors d'une discussion sur les plaigements, justement, les participants des États qui soulignent la nécessité d'harmoniser les styles de procédure. La mention figure dans le procès verbal, ça ne donne pas lieu à un article, ou à un chapitre ou une disposition, mais le point est soulevé. Donc, ces éléments-là plaident pour le fait que les commissaires n'ont pas forcé la main aux États. Il y a eu effectivement une discussion, il y a eu une élaboration conjointe, et le texte qui est sorti ressort véritablement du consentement des États de 1539. Alors, on sait que les États de 1539 sont quand même dans un contexte où il y a une pression royale très forte qui a commencé en 1532. On a l'édit de Valence de 1536 qui a déjà joué dans l'harmonisation, si je puis dire, des règles de procédure judiciaire en vigueur en Bretagne. Mais indépendamment de la pression qu'il peut y avoir sur les participants aux États, que ce sont des pressions dans toutes les assemblées, compris aujourd'hui, mais la pression ne dispense pas les personnes qui participent aux États de discuter et de travailler. Et ça, je pense que c'est l'un des points essentiels et sur lesquels une lecture trop rapide de Bertrand d'Argentré peut nous permettre de passer et on ne peut pas trouver ces éléments. Alors, j'ai plaidé pour la coutume de 1539, et il y a une opposition, vous allez sans doute le faire. Si elle était si bien, cette coutume de 1539, pourquoi a-t-elle été réformée 40 ans après? Alors, la raison, à mon avis, c'est d'ailleurs Bertrand d'Argentré qui nous la donne. Si vous regardez, les textes qu'il fait paraître ou qu'il rédige sont quand même postérieurs. 1568, c'est 30 ans après 1539. L'avis sur les partages nobles, c'est 1570, 10 ans avant la réformation de 1580. Donc on est à la fin de la période. Et le postulat que je vous propose, et j'aimerais avoir l'opinion des historiens modernistes, puisque je suis un médiéviste qui s'est aventuré un peu trop dans le XVIe siècle, il y a eu, à mon sens, entre 1560 et 1570, des modifications qui ne sont pas simplement coutumières. Il doit y avoir une modification des structures sociales, peut-être politiques, qui explique le fait que la coutume de 1539 était très bien en 1539, qu'elle était une bonne mise à jour, une bonne harmonisation, une bonne reformulation du coutumier du début du XIVe siècle, et que pour des raisons extérieures au droit, elle n'était plus applicable, plus valable, elle posait trop de difficultés aux praticiens. Alors Dominique Lepage, dans son intervention d'hier, soulignait le fait qu'à partir du milieu des années 1550, on a un grand renouvellement des magistrats. Je vais descendre d'un échelon. À partir de 1540, le roi de France ordonne une vaste procédure de réduction des notaires en Bretagne. Et c'est effectivement un sujet de recherche. On essaie toujours de rattacher, c'est pas une marotte, mais enfin le notariat me paraît quand même important pour essayer de savoir ce qui est fait dans la pratique. Et je postule l'idée qu'il y a eu des mutations dans la pratique notariale à partir de 1545-1555. Et c'est pour cela que j'aimerais remercier Bruno Isblé, parce que lorsque je suis arrivé, il m'a donné 2 cotes de registres notariés pour la période 1530-1560. Les registres de 1530, ce sont des actes de 1490. Il n'y a pas de changement. Les formules sont les mêmes, la façon de présenter les parties est les mêmes, la façon
d'organiser les rapports d'obligation sont absolument identiques. Et à partir de 1550-1560, ce sont des actes différents. Les formules changent. On a par exemple l'apparition du par devant nous, qui est inexistante avant. On a le maintien des vieilles formules de tabellonnage classique. Les rapports d'obligation sont formulés d'une manière différente. On a vraiment une modification dans le langage. Et je postule l'idée, mais c'est un postulat, c'est une hypothèse de travail, que pour des raisons extérieures à cette malheureuse coutume de 1539, elle est apparue inapplicable, et Bertrand d'Argentré n'a fait qu'entériner, n'a fait que constater dans sa production scientifique un état de fait. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vous propose de poser les questions sur ces très interventions variées. Oui. Ce n'est pas une question, c'est plutôt pour m'informer comme étranger. Fred Stevens, ce n'est pas une question, c'est plutôt pour m'informer comme étranger. Mais au milieu du XVIe siècle, on retrouve quand même dans les Pays-Bas espagnols tout un courant pour la rédaction des coutumes. Alors je pose la question si le XVIe siècle, au milieu, il n'y a pas une sorte de mode de revoir toutes les coutumes, d'écrire toutes les coutumes, de quitter l'ancien et de renouveler simplement un mode de l'Europe de l'Ouest. Alors, je peux répondre pour la Bretagne. Effectivement, il y a une volonté très nette de mettre par écrit les coutumes. Et ce qui est frappant en Bretagne, c'est que les rédacteurs, la réforme de la coutume consiste à réformer le texte antérieur, à mettre des innovations. Mais moi, ce qui me frappe pour la Bretagne, c'est que systématiquement, on écarte la vraie coutume, si je puis dire, c'est-à-dire les usements, les usances locales, et on se retrouve, par exemple, pour la Bretagne, avec toutes les institutions saillantes du droit breton, c'est-à-dire l'usement de notes et la tenure servile qu'on trouve dans le Léon et en presqu'île de Crozon, le domaine congéable, la Quévèze, toutes ces institutions-là sont ignorées par la coutume. Et donc on se retrouve avec effectivement une volonté de mettre par écrit les coutumes, mais pas toutes les coutumes. Certaines coutumes sont effectivement écartées et on a des rédactions postérieures, des travaux de jurisconsulte, mais ce ne sont pas des coutumes rédigées avec le sceau d'autorité royale. Pour ça que je ne propose pas des détails locaux, c'est On voit au visage. Souvent, c'est la volonté royale de la rédaction générale des coutumes. Questions ? Dominique Courrier, pour nos deux intervenants qui sont sur ma droite, à votre gauche, Christiane. D'abord, pour l'intervention du professeur Ancel, j'ai été très intéressé, bien évidemment, puisque j'ai traduit également la glossis sur l'article 218, l'ayant appris plus tard que vous l'aviez déjà traduit. Donc, je l'ai traduit. Et j'ai été frappé sur le fait que vous avez cité la consultation de Dumoulin sur la succession du chancelier de Ganay. Et finalement, c'est l'opinion de Dumoulin qui l'a emporté, et non pas celle de d'Argentré dans le droit privé. C'est assez curieux, parce que d'Argentré, lui, attaque l'opinion de Dumoulin en la jugeant peu conforme à ce qui devrait être retenu. Et pourtant, c'est ce qu'il a emporté. Donc d'Argentré a perdu. D'Argentré a perdu.
Dumoulin a gagné tout de suite la consultation de 1525. L'arrêt sur la succession a été rendu en 1527 et donnait satisfaction aux héritiers qui avaient consulté, qui avaient demandé le conseil de Dumoulin. Ceci étant, le Parlement de Paris ne dit pas pourquoi. Non. On suppose que le Parlement de Paris trouvait que la solution s'imposait d'elle-même. Il ne reprend pas, évidemment, l'argumentation de Dumoulin et, par le fait même, il ne sanctionne pas d'argenterie par avance, c'est sûr. Et le fait qu'il n'y ait pas de motivation des arrêts fait que vous êtes assez libre à l'égard de la jurisprudence. Car si on devait respecter le dispositif, c'était pour le cas qui avait été traité. La généralisation ne s'imposait pas. Donc, l'arrêt de 1527 aurait très bien pu être contredit un peu plus tard. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas, c'est finalement, même pratiquement dans toute la France de l'époque, le royaume, on a suivi Dumoulin. Bon, le fait est que aussi l'idée de Dumoulin était un peu dans l'air du temps. C'est un moment où le formalisme en matière d'obligations s'effondre, si l'on peut dire, on passe au consensualisme, on passe sur le plan, disons, plus idéologique ou philosophique, une promotion du libre arbitre, donc à la volonté, et qui est promue. Il n'est pas surprenant, en quelque sorte, que l'on ait considéré que des personnes qui se mariaient sans contrat, néanmoins en concluaient un entre elles. C'est quelque chose qui me paraît être de l'époque. Et la querelle sur l'analyse de Dumoulin a été reprise, non pas immédiatement, mais au moment où on a réformé les régimes matrimoniaux en 1966. À ce moment-là, on s'est interrogé sur le point de savoir si la communauté de biens était bien une société entre époux n'était pas. Et puis finalement, on n'a pas conclu. On n'a pas conclu, encore qu'il y a évidemment une thèse tout à fait remarquable, et celle de Jean Carbonnier, du Julien Carbonnier, qui développe précisément cette idée que tous les régimes matrimoniaux, qu'ils soient séparatistes ou communautaires, représentent une société. Bon, il est le réformateur, si on peut dire, des dispositions sur les régimes matrimoniaux de 1966, mais il n'a pas imposé, en quelque sorte, ses vues, il a cherché des solutions qui étaient appropriées à son époque, il n'a pas fait de dogmatisme sur la question. Peut-être le grief que l'on pourrait faire ici à d'Argentré, qui récuse cette idée, lorsqu'il y a silence des partis. Si les partis ont parlé, finalement, il est d'accord avec Dumoulin. La différence, c'est qu'il faut induire du silence. Et il adopte à cet égard une position qui n'est pas justifiée. Il dit simplement que lorsqu'il n'y a pas de contrat de mariage, il y a une communauté coutumière, une communauté légale qui s'impose aux individus. C'est tout. L'argument est trop mince. Pour Nicolas Varancourt, j'ai été très intéressé aussi par sa communication et je pose une question parce que quand on voit comment a été écrite ou réformée la coutume de Bourges par Thibaut Baguet. Thibaut Baguet est un romaniste pur et il n'a respecté aucune des règles de l'ancienne coutume de Bourges. Il l'a tout simplement romanisé. La coutume de Bourges, qui n'a jamais été réformée par la suite. Et cette coutume est une mauvaise coutume, comme le fait remarquer à plusieurs reprises Thomas Latomassière dans ses commentaires sur la coutume de Bourges, en disant Thibaut Baguet nous a donné un mauvais travail.
parce qu'il n'a pas respecté le droit coutumier. Donc, méfions-nous des Romains. Et ce sont des... évidemment, c'est une question qui agite l'école et le palais toute une partie du XVIe siècle, cette infusion massive de droit romain au mépris des caractères essentiels de la coutume. Mais ce sont les États qui ont décidé, au fond, donc, à décharge pour cet éminent magistrat. Mais évidemment, pour Argentré, la question est tout autre. Il fait un travail d'interprète. Et donc, le souverain, dans un travail d'interprète, c'est l'interprète. C'est la souveraine liberté pas du professeur de droit, mais de celui qui commande, du docteur. Paul Aurillac a bien écrit sur cette question-là. Donc, que ce qu'il écrit soit ou non conforme à l'état du droit, ça a assez peu d'importance, puisque de toute façon, pour l'intellectuel, ce qui compte, ce n'est pas l'autorité de la loi, c'est en dernière analyse le bon argument. Donc, il reflète sa lecture de la coutume, avec une coutume qui est resituée dans son univers mental. Et cet univers, eh bien, c'est celui, je crois, plutôt de Bartholdi, de Bâle, de Jason Meno, que celui de Dumoulin. Donc, évidemment, on n'est pas très surpris qu'il ne soit pas d'accord avec Dumoulin, mais enfin, il aurait pu reprendre à son compte le problème du commentaire, de la coutume de Paris. Il ne le fait pas. Il sauvegarde la spécificité coutumière bretonne quand il le juge à propos, mais avec des arguments qu'il va chercher chez les bons vieux ultramontanes qu'il a vraisemblablement étudié à Bourges. Pardon, qu'il n'a vraisemblablement pas étudié à Bourges, mais à Orléans. Ai-je répondu? Alors, Géraldine Casals, moi j'ai été très intéressée par l'ensemble des communications ce matin. J'aurais peut-être deux questions, enfin, une question et une observation à faire, en particulier donc, à Nicolas Rambourg et à Thomas Delannoy. Alors, Nicolas, je suis vraiment tout à fait intéressée par ta déconstruction nouvelle de certains positionnements historiographiques. Alors après Alcia Bartholiste, aujourd'hui d'Argentré Bartholiste, évidemment je crois qu'il faudra aller jusqu'au XVIIIe siècle pour étudier enfin la postérité du bartholisme en France. Juste quand même une petite question. En l'état actuel des réflexions, finalement, que va-t-il rester bientôt de cette fameuse grande école française du modèle Proust, dont les juristes français se glorifient depuis le XIXe siècle? Donc ça, c'est la première question. Et puis, monsieur Delannoy, alors, bon, moi, je ne connais pas du tout, en fait, la coutume bretonne, mais on en parlait un petit peu en cheminant, en venant tout à l'heure. Pour les cas que je connais un petit peu mieux ou sur lesquels je connais quelques travaux, concernant les anciennes rédactions coutumières, c'est vrai qu'en l'état actuel des réflexions, en fait, donc je le vois en Normandie, ou par exemple sur Toulouse, les travaux ont été conduits récemment et qui tendent à considérer qu'en fait, les anciennes versions que nous avons des coutumiers sont en fait en grande partie des transcriptions de jugés. Donc à Toulouse, c'est la juridiction consulaire. En Normandie, c'était les arrêts et les décisions de l'échiquier. Alors c'est vrai que là, on a des sources qui permettent éventuellement de faire la corrélation entre des traditions manuscrites qui sont de fait des travaux privés de juristes qui acquièrent ensuite une autorité, une valeur officielle. Alors en Normandie, c'est peut-être pas le cas, mais je voudrais savoir si on n'aurait vraiment aucun moyen de vérifier à l'échelle bretonne cette hypothèse.
Et puis, par ailleurs, il me semble que l'hypothèse que vous développez sur l'éventuelle influence de résumés de notables sur la rédaction de 1539, en effet, est-ce que là, on ne pourrait pas aussi la documenter par peut-être certains manuscrits? Ça me semble être une hypothèse très, très intéressante. Je vais lancer, non pas les hostilités. Alors, merci Géraldine, tu mets le doigt sur une insuffisance de mon travail qui est... Non, mais j'assume tout, comme dirait l'autre. Donc, c'est vrai qu'il aurait fallu que j'entre dans un luxe de sous-distinction, mais j'ai préféré nourrir mon papier avec quelques exemples pour que ça ne reste pas trop abstrait, ça l'est déjà suffisamment. Mais il est évident qu'Argentré est influencé par cette école. Est-ce que c'est du snobisme intellectuel? Je ne pense pas. C'est un intellectuel. Il cite Acciato, il cite Zasius, il les connaît. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne les utilise pas comme des matériaux intellectuels un peu dissidents, un peu subversifs. L'interprétation d'Alcia sur une loi l'intéresse, mais au même titre que l'intéresse l'interprétation qu'on a donnée Bartol ou Bald. Donc c'est un éclairage, c'est une autorité parmi d'autres qui n'est pas destinée à subvertir l'interprétation traditionnelle. C'est un éclairage supplémentaire, c'est une autorité que l'on peut citer au soutien d'une thèse. Ça ne retire rien, évidemment, à l'originalité rétrospectivement complète que l'on trouve dans le Mos Gallicus. Je pense que c'est absolument incontestable. En revanche, le pli intellectuel d'Argentré est clairement celui du premier du Moulin et celui des premiers commentateurs de coutume. Ça me semble très très difficile de dire autre chose, mais encore une fois, c'est un commentateur coutumier. Mais sa manière de commenter, ce n'est pas celle de Le Caron, par exemple. Autre chose, qui a été l'élève, lui. Il est très clair que pendant longtemps, on avait une vision très caricaturale, en fait, d'un antagonisme qui n'est pas vérifié par une étude approfondie comme on l'a très bien illustré. C'est très difficile et c'est très perturbant parce que, évidemment, là pour le coup, ça subvertit à peu près tout ce que nous enseignons de façon un peu scolaire, mais c'est une licence pédagogique que nous nous offrons lorsqu'on essaie de présenter ces transformations doctrinales du XVIe siècle à nos étudiants de première année. Mais c'est très insuffisant. Encore une fois, il faudra sûrement encore avoir 2 ou 3 générations de chercheurs pour essayer de comprendre, parce qu'il faut entrer dans la tête de ces auteurs. Il faut faire un peu d'anthropologie appliquée à la Renaissance. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très brièvement, parce que j'ai pas envie de mordre trop sur la pause. Pour ce qui est de la Bretagne, alors si on prend ce que Noël Dufay dit sur les auteurs, donc on en a 3, on en a identifié avec quasi-certitude 2, Pierre Copu, donc Pierre Copu, Plagniol l'avait identifié dans le fond de Doc Maria de Quimper comme étant sénéchal de Cornouailles, donc effectivement il y a une fonction judiciaire. Quant à Tréal, on a également un sénéchal de Rennes à ce moment-là qui porte ce patronyme. Pour ce qui est de Mahé et Léal, alors Coquet penché pour Massé le Bar qui est des chanceliers, pour le coup il y aurait une disparité entre les auteurs, parce qu'effectivement un chancelier de Bretagne, tout chancelier de Bretagne qu'il est, n'a pas forcément le contact concret avec la réalité. Alors je postule un Massé de Beaumont, sénéchal de Nantes, dans les mêmes années que Cocu et que Tréal à Rennes. Donc on a effectivement des auteurs qui sont des juges pour le coutumier si on prend l'opinion du Dufay. On n'a
pas d'éléments qui n'ont pas signé effectivement les manuscrits que nous avons. Et les manuscrits les plus anciens, c'est la seconde moitié du XIVe siècle, donc on est quand même éloigné de la date que l'on attribue, 1312-1325. En revanche, pour ce qui est de la Quévèze, la trace la plus ancienne qu'on a, c'est le mémoire de Kérenborg, qui était commandeur des hospitaliers dans les monts d'Arrée. Et pour le coup, ce mémoire, qui a été utilisé en jugement, est la première trace formulée des règles de l'usement de Quévèze. Donc pour le coup, là, effectivement, on a une incidence de la pratique judiciaire dans le fait qu'elle permet de révéler les coutumes dans le cadre effectivement des conflits qu'il peut y avoir entre particuliers. Mais le problème de la Quévèze, c'est qu'elle n'a jamais été codifiée dans les coutumes de la province. Voilà, on la trouve pas. Alors bien, pardon, juste oui, très rapidement, mais en effet, l'identité de ces légions en tant que rédacteur de ces traditions qui acquièrent une certaine autorité, quand même questionne sur la nature de la norme. Hein. Ah oui. Bien, terminé pour les questions, je vous propose de faire une petite pause.